Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire marquante de surpassement et de transformation spirituelle. Plongeons dans le récit impressionnant d'une ancienne mannequin qui, après une expérience de mort imminente, a eu une vision terrifiante de l'enfer. Avant de commencer, je veux savoir d'où vous regardez. Commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant et activer la cloche pour ne manquer aucun. Je m'appelle Sarah Oliveira, et jusqu'à il y a quelques années, ma vie était bien différente. Je vivais ce que beaucoup considéraient comme un véritable rêve. À 32 ans, j'étais une mannequin à succès. Mon visage figurait sur des magazines et des panneaux publicitaires à travers le pays. Je défilais sur les podiums les plus prestigieux, portais les vêtements des marques les plus chères et vivais entouré de luxe et d'admiration. Mon emploi du temps était toujours chargé de rendez-vous aux séances photos, événements sociaux, défilés. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, et je pensais que c'était le synonyme du bonheur. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, dans une petite ville de l'intérieur. Depuis mon enfance, je rêvais d'être célèbre, d'avoir mon visage reconnu par tous. Lorsque j'ai été découverte par un agent à 16 ans, j'ai pensé que tous mes rêves se réalisaient. Je me suis installé à Sao Paulo et me suis plongé à fond dans le monde de la mode. Les années ont passé, et j'ai construit une carrière solide. J'ai travaillé pour les meilleures agences, remporté des contrats millionnaires et suis devenu l'une des mannequins les plus demandées. Mais, plus je réussissais, plus je me sentais vide. Je me jetais dans le travail et les fêtes pour tenter de combler ce vide. Ma routine était une folie. Je me réveillais tôt pour des séances photos, passais des heures dans des salons de beauté, suivais des régimes stricts et faisais des exercices intenses. Le soir, je plongeais dans la vie nocturne, entouré de personnes que je croyais être mes amis, mais qui étaient là uniquement pour mon statut. Peu à peu, j'ai commencé à recourir à des procédures esthétiques pour maintenir mon apparence. J'ai tout fait, implants, botox, comblement. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je trouvais une nouvelle imperfection à corriger. J'étais obsédé par l'idée de perfection physique, convaincu que mon bonheur et ma valeur en tant que personne en dépendaient. Mes relations étaient superficielles et passagères. Je ne faisais confiance à personne suffisamment pour m'ouvrir véritablement. Ma famille essayait de se rapprocher, mais je les tenais à distance, embarrassé de la fille simple que j'avais été. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Carlos, un homme d'affaires à succès et charmant. Il semblait différent des autres hommes que je connaissais, il était attentionné, gentil, et semblait vraiment se soucier de moi, pas seulement de mon apparence. Nous nous sommes rapidement rapprochés et, en quelques mois, nous étions fiancés. Je pensais avoir enfin trouvé ce qui manquait dans ma vie. Nous avons planifié un mariage luxueux, digne des couvertures de magazines. Je ne savais pas que cet événement serait le catalyseur de l'expérience la plus marquante de ma vie. Le jour de mon mariage devait être le plus heureux de ma vie, mais il est devenu le début d'un voyage qui changerait complètement ma perspective sur la vie et la mort. J'avais planifié chaque détail avec perfection. La robe était une création exclusive d'un designer renommé. La cérémonie devait se dérouler dans une cathédrale historique, et la fête aurait lieu dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Le matin du grand jour, je me suis réveillé tôt et j'ai commencé ma préparation. J'ai passé des heures au salon de beauté, à me coiffer, à me maquiller et à apporter les dernières retouches esthétiques. Je voulais être absolument parfaite. Je me souviens de m'être regardée dans le miroir et de penser que je ne m'étais jamais sentie aussi belle, si proche de la perfection que je recherchais tant. La cérémonie était prévue pour la fin de l'après-midi. À mesure que l'heure approchait, je commençais à ressentir une anxiété croissante. J'attribuais cela au stress naturel d'une mariée, mais il y avait quelque chose de plus. Une sensation étrange, que je ne pouvais pas expliquer. J'ai ignoré ce sentiment et me suis concentré sur le maintien de mon sourire. Lorsque le moment de rentrer dans l'église est enfin arrivé, mon cœur battait la chamade. La musique a commencé à jouer, les portes se sont ouvertes et j'ai fait mes premiers pas dans l'allée. Tous les regards étaient rivés sur moi, exactement comme je l'avais toujours voulu. Je souriais en marchant lentement vers l'hôtel, où Carlos m'attendait. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Au début, j'ai essayé d'ignorer, déterminé à ne laisser rien gâcher mon moment parfait. Mais la douleur ne faisait qu'augmenter. Ma vision a commencé à se brouiller, les voix autour de moi semblaient lointaines. J'ai fait quelques pas chancelants, puis tout est devenu noir.
Je suis tombé au sol, au milieu de l'allée de l'église, devant des centaines d'invités choqués. Plus tard, on m'a dit qu'il y avait eu un moment de confusion et de panique. Carlos a couru dans ma direction, quelqu'un a crié à la recherche d'un médecin, un autre a appelé une ambulance. Moi, cependant, je n'étais consciente de rien de tout cela. À ce moment-là, le monde tel que je le connaissais avait disparu. J'étais sur le point de vivre une expérience qui remettrait en question tout ce que je croyais sur la vie et la mort. Les paramédics sont rapidement arrivés et ont commencé les procédures de réanimation la même, sur le sol de l'église. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, où les médecins ont lutté pour me ramener à la vie. Plus tard, j'ai découvert que j'avais subi une grave crise cardiaque, probablement causée par le stress extrême et les effets secondaires de certaines des procédures esthétiques que j'avais subies. Pendant les heures qui ont suivi, alors que mon corps était inconscient sur un lit d'hôpital, ma conscience a embarqué pour un voyage qui changerait à jamais ma compréhension de l'existence. Ce qui s'est passé après que j'ai perdu conscience dans l'église est quelque chose que j'ai encore du mal à décrire avec des mots. Ce fut une expérience qui défie la logique et la compréhension humaine, mais je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. La première chose dont je me souviens est la sensation de flotter. C'était comme si mon être, ma conscience, s'était séparé de mon corps physique. Je ne ressentais plus de douleur, ni d'anxiété, ni le poids des attentes que je portais. C'était une sensation de légèreté et de liberté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Au début, tout autour de moi était sombre. Ce n'était pas une obscurité effrayante, mais plutôt une sorte de vide paisible. Je n'avais aucune notion du temps ou de l'espace, c'était comme si j'étais suspendu dans un vide infini. Puis, j'ai aperçu une lumière. Au début, c'était juste un point lointain, comme une étoile solitaire dans un ciel nocturne. À mesure que je me concentrais sur elle, la lumière semblait se rapprocher ou peut-être que c'était moi qui me déplaçais vers elle, c'est difficile à dire. La lumière devenait de plus en plus brillante et enveloppante. Elle était éblouissante, inconfortable à regarder, comme le soleil. Cependant, il y avait une douceur dans cette lumière, une sensation de paix et d'amour que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors que je m'approchais de la lumière, j'ai commencé à entendre des sons. Au début, c'étaient des murmures indistincts, mais bientôt, ils se sont transformés en voix. C'étaient des voix familières et réconfortantes. J'ai réalisé que c'étaient les voix de personnes que j'avais aimées et perdues. Mes grands-parents, un oncle cher qui était décédé quand j'étais enfant, même mon premier animal de compagnie. En avançant vers la lumière, j'ai vu des silhouettes se former. Ce étaient des silhouettes éthérées, faites de la même lumière brillante. J'ai reconnu instantanément ma grand-mère, qui était décédée il y a quelques années. Elle était là, me souriant avec ce regard aimant qui me manquait tant. Mon grand-père était à ses côtés, paraissant plus jeune et en meilleure santé que je ne l'avais jamais vu de mon vivant. J'ai ressenti une vague d'émotions m'envahir, amour, joie, paix. C'était comme si tous les sentiments positifs que j'avais jamais éprouvés dans ma vie étaient concentrés en ce moment. Il n'y avait ni peur, ni doute, juste une certitude profonde que j'étais exactement là où je devais être. Les figures lumineuses ont tendu les mains vers moi, comme si elles m'invitaient à les rejoindre. Je voulais y aller, je voulais me laisser emporter par ce sentiment d'appartenance et d'amour inconditionnel. Mais quelque chose me retenait. C'est alors que j'ai entendu une autre voix, différente des autres. C'était une voix que je ne reconnaissais pas, mais qui émanait une autorité et une sagesse infinie. La voix m'a dit, non pas avec des mots, mais avec une compréhension directe, que ce n'était pas encore mon heure. Que j'avais encore des choses à faire dans le monde des vivants. J'ai ressenti une résistance initiale au pourquoi revenir dans un monde de douleur, de superficialité et de vide, quand je pourrais rester dans cet endroit de paix et d'amour. Mais la voix, douce mais ferme, m'a montré des images de ce que pourrait être mon avenir si je choisissais de revenir. J'ai vu des images de personnes que je pourrais aider, des vies que je pourrais toucher. J'ai vu une version de moi-même plus sage, plus compatissante. J'ai alors compris que mon voyage sur Terre n'était pas terminé. J'avais un but plus grand à accomplir. Avec cette compréhension, je me suis senti tiré en arrière, m'éloignant de la lumière et des figures aimantes. La dernière chose dont je me souviens de cette expérience est la voix me disant que je porterais toujours un peu de cette lumière avec moi. Quel serait mon guide dans les moments difficiles à venir? Et puis, tout est redevenu sombre. Ouvrir les yeux après cette expérience a été comme renaître. La première chose que j'ai vue était le plafond blanc de l'hôpital, si différent de la lumière accueillante que j'avais laissée derrière moi. Les sons autour de moi étaient étranges et inconfortables, le bip constant des machines,
les voix étouffées des infirmières et des médecins. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine, me rappelant la raison pour laquelle j'étais là. J'ai essayé de bouger, mais mon corps semblait lourd, comme s'il ne m'appartenait plus. C'est alors que j'ai entendu une voix familière. C'était Carlos, mon fiancé. Il était assis à côté de mon lit, tenant ma main. Ses yeux étaient rouges et enflés, comme s'il avait pleuré pendant des heures. « Sarah, tu es réveillée. »« Merci Dieu, dit-il, avec la voix chargée d'émotion. » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et a rapidement appelé le médecin. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai été bombardé de questions et d'examens. « Comment vous sentez-vous ? Ressentez-vous de la douleur ? Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ? » Je voulais leur parler de la lumière, des figures que j'avais vues, de la sensation de paix et d'amour que j'avais éprouvée. Mais les mots ne venaient pas. Comment expliquer quelque chose d'aussi profond et transcendant à des personnes qui ne s'inquiétaient que de mes signes vitaux ? Les jours qui ont suivi à l'hôpital ont été un mélange d'examens médicaux, de visites de la famille et des amis, et de moments de réflexion silencieuse. Tout le monde voulait savoir comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose. Ils ont apporté des fleurs, des cartes, des mots de réconfort. Mais je me sentais éloigné de tout cela. Mon esprit revenait constamment à l'expérience que j'avais vécue, à ce sentiment de paix et d'amour inconditionnel. La réalité de l'hôpital semblait froide et dépourvue de sens. Les préoccupations qui occupaient auparavant mon esprit ou mon apparence, ma carrière, le mariage interrompu semblaient maintenant trivial et vide. Carlos était toujours à mes côtés, attentionné et prévenant. Il parlait de reprogrammer le mariage, de la manière dont nous ferions tout différemment quand je sortirais des... Mais je n'arrivais pas à m'enthousiasmer à l'idée. Quelque chose de fondamental avait changé en moi. Une semaine après l'incident, j'ai été libéré de l'hôpital. Retourner chez moi a été une expérience surréaliste. Tout était exactement comme je l'avais laissé le jour du mariage. La robe de mariée toujours suspendue, les cadeaux empilés dans un coin, des souvenirs de la fête partout. Mais je me sentais comme une personne complètement différente. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai lutté pour me réadapter à ma vie antérieure. J'ai essayé de retourner au travail, mais les séances photos et les défilés, qui auparavant m'enthousiasmaient, semblaient maintenant vides et dépourvus de sens. Je regardais les vêtements chers dans mon placard et ressentais un inconfort que je ne pouvais pas expliquer. Carlos essayait de me remonter le moral, il planifiait des dîners romantiques, parlait de notre avenir ensemble. Mais je me sentais de plus en plus éloigné, incapable de me connecter à cette vie qui semblait autrefois si désirable. La nuit, je rêvais de la lumière et des figures que j'avais vues. Je me réveillais avec un sentiment de nostalgie, un désir pour quelque chose que je ne pouvais pas nommer. J'ai commencé à remettre en question tout ce en quoi je croyais, tout ce que j'appréciais. C'est pendant cette période de confusion et de quête intérieure que j'ai décidé que je devais faire des changements drastiques dans ma vie. Je ne pouvais pas simplement revenir à ce que j'étais avant, pas après ce que j'avais vécu. Je savais que j'avais reçu une seconde chance, et j'étais déterminé à ne pas la gaspiller. Les semaines qui ont suivi ma sortie de l'hôpital ont marqué le début de ce nouveau voyage. Cette période a été celle d'une profonde introspection et d'un changement. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre de la même manière qu'avant, mais je n'étais pas encore sûr de la manière de procéder. Tout ce que je connaissais et appréciais semblait avoir perdu son sens. J'ai décidé de commencer par de petits changements. La première chose que j'ai faite a été d'annuler tous mes engagements professionnels. J'ai appelé mon agent et expliqué que j'avais besoin d'un congé indéterminé. Elle a été choquée, bien sûr. Elle a essayé de me convaincre de reconsidérer, parlant de contrats importants et de campagnes futures, mais j'étais décidé. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis pas soucié des conséquences professionnelles de mes choix. Ensuite, j'ai commencé à me débarrasser des choses matérielles que j'appréciais tant auparavant. J'ai ouvert mon placard, rempli de vêtements de marque et d'accessoires coûteux, et j'ai commencé à trier tout cela pour le donner. Chaque pièce me rappelait un moment de ma vie précédente, un défilé, une fête, une séance photo. Mais maintenant, ces souvenirs semblaient appartenir à une autre personne. Carlos observait ces changements avec un mélange de préoccupation et de confusion. Il essayait de me comprendre, de me soutenir, mais je voyais dans ses yeux qu'il était effrayé par la transformation qui se produisait. Nous avons eu de longues conversations, au cours desquelles j'ai essayé d'expliquer ce qui m'était arrivé, l'expérience que j'avais vécue pendant que j'étais inconsciente. J'ai parlé de la lumière, de l'amour inconditionnel que j'avais ressenti,
et de ce sentiment qu'il y avait un but plus grand pour ma vie. Cependant, comment quelque chose d'aussi profond et transformateur pouvait-il être compris par quelqu'un qui n'avait pas vécu la même expérience? Carlos écoutait, essayait de comprendre, mais pour lui, tout cela sonnait comme une conséquence du traumatisme que j'avais subi. Il a suggéré que je cherche une aide psychologique, pensant que je souffrais peut-être d'un certain type de stress post-traumatique. Cependant, je savais que ce qui m'arrivait allait bien au-delà de toute explication psychologique. C'était une transformation spirituelle, un changement fondamental dans ma façon de voir le monde et de comprendre ma place en lui. L'un des changements les plus significatifs concernait mon propre corps. Avant, j'étais obsédé par mon apparence, cherchant toujours la perfection physique. Maintenant, en me regardant dans le miroir, je voyais au-delà de la surface. J'ai commencé à valoriser mon corps non pas pour son apparence, mais pour le miracle qu'il représentait et le véhicule qui me permettait de vivre et d'expérimenter la vie dans ce plan physique. J'ai arrêté tous les traitements esthétiques que je faisais régulièrement. J'ai laissé mes cheveux retrouver leur couleur naturelle et j'ai cessé d'utiliser du maquillage. Au début, c'était effrayant. Je ne me reconnaissais presque pas. Mais, peu à peu, j'ai commencé à me sentir plus authentique et connecté. De plus, j'ai changé mon alimentation et mes habitudes. J'ai abandonné les régimes restrictifs que je suivais depuis des années et j'ai commencé à manger de manière plus naturelle et intuitive. J'ai échangé les longues heures passées à la salle de sport contre des promenades en plein air, où je pouvais me connecter avec la nature. À mesure que ces changements externes se produisaient, je ressentais une transformation interne. Le vide qui me consumait auparavant était peu à peu rempli par un sentiment de but et de connexion. J'ai commencé à méditer quotidiennement, cherchant à me reconnecter à ce sentiment de paix et d'amour que j'avais expérimenté pendant mon expérience. Ces changements, bien sûr, n'ont pas échappé aux personnes autour de moi. Des amis et des collègues de l'industrie de la mode ne comprenaient pas ce qui se passait. Certains pensaient que j'avais une crise nerveuse, d'autres spéculaient sur des drogues ou des sectes. Mais, à ce stade, je me souciais peu de ce qu'ils pensaient. C'est pendant cette période de transformation que j'ai réalisé que ma relation avec Carlos devait aussi changer. C'était un homme merveilleux, mais nos vies suivaient des chemins différents. Après de nombreuses conversations douloureuses et des larmes, nous avons décidé de mettre fin à nos fiançailles. C'était une décision difficile, mais je savais qu'elle était nécessaire pour que nous puissions tous deux suivre nos véritables chemins. Ce processus a duré des mois. Ce furent des temps d'incertitude, de questionnement et de déconstruction de tout ce que je pensais être. Mais ce furent aussi des temps de découverte, de reconnexion avec moi-même et avec quelque chose de plus grand que moi. Je commençais à peine à comprendre le véritable but de la seconde chance que j'avais reçue. Après des mois d'introspection et de changement personnel, j'ai commencé à ressentir un besoin croissant de faire quelque chose de significatif avec ma vie. L'expérience de mort imminente m'avait montré qu'il existe quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, et je voulais, d'une manière ou d'une autre, contribuer à cet ensemble. J'ai commencé à explorer différents chemins. J'ai lu des livres sur la spiritualité, la philosophie et le développement personnel. J'ai participé à des retraites de méditation et à des ateliers de connaissance de soi. Chacune de ces expériences m'a aidé à comprendre un peu plus sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. C'est lors de l'un de ces retraites que j'ai rencontré Maria, une dame d'environ 70 ans qui avait vécu une expérience de mort imminente similaire à la mienne, des années auparavant. Nous avons discuté pendant des heures, partageant nos histoires et nos réflexions. Maria m'a raconté comment son expérience de mort imminente, l'avait amenée à devenir bénévole dans un hôpital local, apportant réconfort et soutien aux patients en phase terminale. L'histoire de Maria m'a profondément inspiré. J'ai réalisé que peut-être ma raison d'être était liée à partager ma propre expérience et à aider d'autres personnes à trouver un sens et une connexion dans leur vie. J'ai décidé de commencer de manière simple. J'ai pris contact avec un groupe de soutien local pour les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Au début, j'y allais juste pour écouter, pour me sentir moins seul dans mon parcours, mais je me suis vite retrouvé à partager ma propre histoire. Parler ouvertement de mon expérience a été libérateur. Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais être complètement honnête sur ce qui m'était arrivé, sans peur des jugements ou de l'incompréhension. Et, plus que cela, j'ai réalisé que mon histoire pouvait aider d'autres personnes. Je me souviens particulièrement d'un jeune homme nommé Lucas. Il avait vécu une EMI après un accident de voiture et lutté pour se réadapter à la vie normale. Nous avons longuement discuté après l'une des réunions du groupe. Lucas m'a dit que d'entendre mon histoire lui avait fait sentir, pour la première fois depuis son accident,
qu'il n'était pas seul, qu'il y avait un but à ce qu'il avait traversé. Ces interactions m'ont fait réaliser que j'avais quelque chose de précieux à offrir. Ce n'était plus une question d'être un beau visage dans un magazine ou de vendre des produits. C'était une question de connexion humaine authentique, de partager une expérience profonde et transformative qui pouvait apporter réconfort et espoir aux autres. J'ai commencé à m'impliquer plus activement dans le groupe de soutien, devenant finalement l'une des facilitatrices. Nous organisions des rencontres régulières, des retraites de week-end et même des conférences dans des hôpitaux et des centres communautaires. En même temps, j'ai ressenti le besoin de m'éduquer davantage sur le sujet. Je me suis inscrite à un cours de psychologie axé sur la thanatologie, l'étude scientifique de la mort. Je voulais mieux comprendre non seulement mon propre vécu, mais aussi comment je pouvais aider d'autres personnes à faire face à des questions liées à la mort et à mourir. À mesure que je m'enfonçais dans ce nouveau chemin, je sentais que je vivais enfin avec un but. Ce n'était plus une question de recherche de validation externe ou d'accumulation de richesses matérielles, c'était une question de faire une différence réelle dans la vie des gens, apportant un peu de la lumière et de l'amour que j'avais expérimenté pendant mon émie au monde qui m'entourait. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute et de peur. Parfois, je me surprenais à penser à la vie que j'avais laissée derrière moi, le glamour, l'attention, la sécurité financière. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, je me rappelais de la sensation de paix et de but que j'avais ressentie de l'autre côté, et cela me donnait la force de continuer. Ma famille, qui au départ était préoccupée par les changements drastiques dans ma vie, a progressivement commencé à comprendre et à soutenir mon nouveau chemin. Ma mère, en particulier, a remarqué à quel point je semblais plus en paix, plus épanoui que jamais. C'est à cette époque que j'ai commencé à sentir que je devais partager mon histoire avec un public plus large. Non pas par vanité ou en quête de célébrité, mais parce que je croyais que mon expérience pourrait apporter réconfort et espoir à davantage de personnes. J'ai commencé à envisager l'idée d'écrire un livre ou de donner des conférences sur mon parcours. Chaque pas sur ce nouveau chemin me rapprochait de cette lumière que j'avais expérimentée pendant mon émie. Je savais que j'avais encore beaucoup à apprendre et à grandir, mais, pour la première fois de ma vie, je sentais que j'étais exactement où je devais être, à faire exactement ce que je devais faire. À mesure que je commençais à parler plus ouvertement de mon expérience de mort imminente, je me suis heurté à une nouvelle réalité, le scepticisme. Tout le monde n'était pas ouvert ou réceptif à l'idée que j'avais vécu quelque chose au-delà de la mort clinique. Le premier grand défi est venu lorsque j'ai été invité à donner une conférence dans une université locale. Au début, j'étais excité par l'opportunité de partager mon histoire avec un public plus large. Cependant, j'ai vite réalisé que l'environnement académique n'était pas aussi réceptif aux récits d'expériences spirituelles. Pendant la conférence, j'ai partagé honnêtement mon parcours, l'arrêt cardiaque le jour de mon mariage, l'expérience de la lumière et de l'amour inconditionnel, et comme. Alors que je parlais, j'ai remarqué des expressions sceptiques sur de nombreux visages dans l'assistance. Lorsque j'ai ouvert la séance aux questions, j'ai été bombardé de questions provocantes. Un professeur de neurosciences a suggéré que mon expérience n'était rien d'autre qu'une hallucination causée par le manque d'oxygène dans le cerveau. Une étudiante en psychologie a soutenu que je pourrais souffrir d'un type de trouble dissociatif. D'autres ont remis en question la véracité de mon récit, insinuant que je pourrais inventer ou exagérer mon histoire pour attirer l'attention ou obtenir un gain financier. Je dois avouer que j'ai été ébranlé par ces réactions. Une partie de moi voulait se défendre, prouver que ce que j'avais vécu était réel, mais j'ai réalisé que je n'avais aucun moyen de prouver mon expérience de manière scientifique. C'était quelque chose de profondément personnel et subjectif. Après cette conférence, j'ai traversé une période de doute. J'ai commencé à me demander si je devais continuer à partager mon histoire publiquement. Peut-être valait-il mieux garder cette expérience seulement pour moi et pour le cercle sûr du groupe de soutien. C'est à ce moment de doute que j'ai reçu un email d'une jeune femme qui avait assisté à ma conférence. Elle a écrit que, bien qu'elle n'ait jamais vécu d'expérience de mort imminente, mon récit l'avait profondément touchée. J'ai dit que je traversais un moment difficile dans ma vie et que le fait d'entendre parler de mon expérience d'amour inconditionnel lui redonnait de l'espoir. Cet email m'a fait réaliser quelque chose d'important, mon histoire n'avait pas besoin d'être prouvée scientifiquement pour avoir de la valeur. Si elle pouvait apporter du réconfort, de l'espoir ou une nouvelle perspective à quelqu'un, cela valait déjà la peine de la partager. J'ai donc décidé de changer mon approche. Au lieu d'essayer de convaincre les gens de la réalité de mon expérience, j'ai commencé à me concentrer davantage sur les leçons et les idées que j'en avais tirées. Je parlais de l'importance de vivre avec un but, de cultiver des connexions sincères,
de regarder au-delà des apparences et du matérialisme. J'ai également commencé à m'informer davantage sur les recherches scientifiques liées aux expériences de mort imminente. J'ai découvert que, bien que la science ne puisse pas encore expliquer complètement ces expériences, des études sérieuses sont menées sur le sujet. Cela m'a aidé à aborder les questions sceptiques de manière plus informée et équilibrée. J'ai appris à respecter le scepticisme comme une partie importante du dialogue. J'ai compris que remettre en question et chercher des explications rationnelles est une approche valable et nécessaire. En même temps, je suis resté ferme dans ma conviction que mon expérience, aussi inexplicable soit-elle, était réelle et significative pour moi. Avec le temps, j'ai réalisé que le scepticisme auquel je faisais face n'était pas forcément un obstacle, mais une opportunité. C'était une chance de promouvoir un dialogue plus profond sur la vie, la mort et ce qu'il pourrait y avoir au-delà. C'était une opportunité de construire des ponts entre différentes façons de comprendre le monde. Ce parcours de confrontation au scepticisme m'a beaucoup appris sur l'humilité, la patience et l'importance de garder l'esprit ouvert. J'ai appris à écouter différentes perspectives sans me sentir menacé ou sur la défensive. Cela m'a non seulement aidé à mieux communiquer mon expérience, mais a également enrichi ma propre compréhension de ce que j'avais vécu. À la fin, j'ai compris que la véritable valeur de mon expérience ne résidait pas dans le fait de convaincre les autres, mais dans la façon dont elle m'avait transformé et comment elle pouvait inspirer d'autres personnes à réfléchir sur leur propre vie. Le scepticisme auquel j'ai fait face est devenu une partie intégrante de mon parcours, me défiant de grandir, d'apprendre et de devenir une défenseur plus forte et compatissante de ma vérité. L'un des domaines les plus difficiles de ma vie après l'expérience de mort imminente a été la reconstruction de mes relations. Les profonds changements que j'ai traversés ont affecté non seulement moi, mais aussi les personnes autour de moi. Ma famille a été la première à ressentir l'impact. Mes parents, qui m'avaient toujours soutenu dans ma carrière de mannequin, ont d'abord eu du mal à comprendre mes nouveaux choix. Ils s'inquiétaient pour ma stabilité financière et émotionnelle. Je me souviens d'une conversation particulièrement difficile avec mon père, où il a exprimé sa peur que je jette tout ce que j'avais accompli. Ce fut un processus lent et parfois douloureux, mais peu à peu j'ai commencé à reconstruire ma relation avec mes parents. J'ai passé plus de temps avec eux, partageant non seulement mon expérience, mais aussi les changements positifs que je voyais dans ma vie. Avec le temps, ils ont commencé à remarquer à quel point je semblais plus heureuse et en paix. Ma mère a été la première à exprimer que, bien qu'elle ne comprenne pas complètement ce que j'avais traversé, elle était heureuse de me voir plus épanouie. Mes amis du monde de la mode ont été un autre défi. Beaucoup se sont éloignés lorsque j'ai quitté ma carrière. Certains pensaient que j'avais une sorte de collapsus nerveux, d'autres ne savaient tout simplement pas comment se connecter avec moi maintenant que je ne partageais plus les mêmes intérêts et valeurs. C'était douloureux de voir des amitiés de plusieurs années se dissoudre, mais j'ai aussi compris que cela faisait partie du processus naturel de changement. Étonnamment, c'est avec mes anciens camarades de classe que j'ai trouvé une connexion renouvelée. Des personnes que je n'avais pas vues depuis des années semblaient soudainement plus ouvertes et intéressées par mon parcours. Une ancienne amie du lycée, Luciana, m'a contacté après avoir entendu parler de mon expérience. Elle avait récemment perdu son mari et a trouvé du réconfort dans nos conversations sur la vie après la mort. Notre amitié s'est approfondie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La relation la plus difficile à reconstruire a été avec Carlos, mon ancien fiancé. Après notre rupture, nous avons passé des mois sans nous parler. Je l'ai croisé par hasard dans un café, presque un an après mon expérience de mort imminente. La conversation était initialement embarrassante, mais peu à peu, nous nous sommes ouverts l'un à l'autre. Carlos a partagé à quel point il avait trouvé difficile de comprendre mes changements, mais qu'avec le temps, il avait commencé à respecter mon parcours. Bien que nous ne puissions pas redevenir ce que nous étions, nous avons réussi à construire une amitié basée sur le respect mutuel et la compréhension. L'une des plus grandes surprises a été le développement de nouvelles amitiés profondes avec des personnes rencontrées à travers le groupe de soutien aux expériences de mort imminente. Des personnes comme Maria, la dame que j'ai rencontrée lors de la retraite, et Lucas, le jeune qui avait vécu une expérience similaire, sont devenus des parties fondamentales de ma vie. Ces amitiés étaient différentes de tout ce que j'avais déjà vécu. Elles étaient basées sur une compréhension partagée de quelque chose de profond et de transformateur. À mesure que je m'engageais davantage dans le travail bénévole et les conférences sur les expériences de mort imminente, j'ai rencontré des personnes de tous horizons, médecins, scientifiques, thérapeutes, personnes spirituelles. Beaucoup sont devenus des amis et des mentors, enrichissant ma compréhension non seulement de mon propre parcours, mais de la vie en général.
L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises dans ce processus de reconstruction de relations a été l'importance de. Avant mon expérience de mort imminente, beaucoup de mes relations étaient basées sur des apparences et des intérêts superficiels. Maintenant, je recherchais des connexions plus profondes et significatives. J'ai appris à être vulnérable, à partager non seulement mes forces, mais aussi mes doutes et mes peurs. Cela ne signifie pas que cela a toujours été facile. Il y a eu des moments d'intense solitude, surtout au début, lorsque de nombreuses personnes ne comprenaient pas les changements que je t'ai. Il y a eu des jours où ma vie d'avant me manquait, les amis que j'avais perdus, la familiarité du monde que j'avais laissé derrière. Avec le temps, j'ai réalisé que les relations que je construisais maintenant étaient beaucoup plus riches et gratifiantes que tout ce que j'avais déjà expérimenté. Elles étaient basées sur une connexion authentique, des valeurs partagées et un désir mutuel de croissance et de compréhension. L'une des plus grandes joies a été de voir comment ces nouvelles relations ont commencé à influencer positivement d'autres domaines de ma vie. Mon bénévolat est devenu plus significatif à mesure que je nouais des liens profonds avec les personnes que j'aidais. Mes discours sont également devenus plus percutants, car je ne parlais pas seulement de mon expérience, mais des leçons que j'avais apprises à travers mes relations. En regardant en arrière, je vois que la reconstruction de mes relations a été cruciale, mais aussi un processus d'apprentissage. Laisser aller ce qui ne me servait plus et embrasser les nouvelles possibilités a été une étape essentielle de mon évolution. Cela m'a aidé à mieux comprendre qui j'étais et qui je voulais être. Aujourd'hui, je ressens une profonde gratitude pour les relations dans ma vie. Elles sont un rappel constant de l'amour et de la connexion que j'ai expérimenté pendant mon EMI et une preuve qu'il est possible d'apporter un peu de cet amour inconditionnel dans notre quotidien. Au fil des ans après mon EMI, le défi a évolué d'un simple fait de gérer les changements immédiats à intégrer complètement cette expérience transformative dans ma vie quotidienne. Il ne s'agissait plus de grands gestes ou de changements dramatiques, mais de la manière de vivre chaque jour en portant avec moi les leçons que j'avais apprises. L'une des pratiques les plus importantes que j'ai développées a été la méditation quotidienne. Chaque matin, avant de commencer ma journée, je consacrais au moins quelques minutes à me reconnecter à ce sentiment de paix et d'amour que j'avais éprouvé pendant mon EMI. Au début, c'était difficile. Mon esprit vagabondait, et je me laissais facilement distraire. Mais, avec le temps et la pratique, ces moments de calme sont devenus des ancres dans ma journée, m'aidant à maintenir ma perspective et ma sérénité, même dans des situations stressantes. Un autre changement significatif a été la façon dont je me rapportais à la nature. Avant mon EMI, je ne remarquais guère le monde naturel qui m'entourait, courant toujours d'un engagement à l'autre. Maintenant, je prenais soin de passer du temps à l'extérieur tous les jours, même si ce n'était que pour quelques minutes. Les promenades dans le parc, le jardinage ou simplement s'asseoir au soleil sont devenus des activités simples, mais essentielles, qui m'aidaient à me sentir connecté à quelque chose de plus grand que moi. Ma relation avec le travail a également changé radicalement. Bien que j'ai quitté le monde de la mode, j'avais encore besoin de gagner ma vie. J'ai décidé d'utiliser mes compétences en communication d'une nouvelle manière, en travaillant à temps partiel comme conseillère dans un centre de soins palliatifs. Ce travail m'a permis d'utiliser mon expérience pour aider des personnes confrontées à la mort ou faisant face à la perte de proches. Ce n'était pas un travail facile, émotionnellement parlant, mais c'était incroyablement gratifiant. Chez moi, j'ai apporté des changements pour créer un environnement qui reflétait mes nouvelles valeurs. J'ai simplifié mon espace, en donnant de nombreux objets de luxe que je considérais auparavant comme essentiels. J'ai créé un petit sanctuaire dans un coin de mon salon, avec des plantes, des cristaux et un coussin de méditation confortable. Cet espace est devenu mon refuge dans les moments où j'avais besoin de me reconnecter à l'expérience que j'avais vécue. L'un des plus grands changements a été la façon dont je gérais les conflits et le stress. Avant, j'étais connu pour mon tempérament explosif et pour garder rancune. Maintenant, je m'efforçais d'affronter les défis avec plus de compassion et de compréhension. Ce n'était pas toujours facile, et il y avait des jours où j'échouais, mais le souvenir de l'amour inconditionnel que j'avais éprouvé me motivait à continuer d'essayer. Mon alimentation a également subi une transformation. J'ai adopté un régime à base de plantes, non pas par mode ou esthétisme, mais par un profond respect pour la vie sous toutes ses formes. Ce changement n'était pas seulement lié à ce que je mangeais, mais à la façon dont je me connectais au monde qui m'entoure et à la manière dont mes choix reflétaient mes valeurs. Ces changements, bien que souvent subtils, ont transformé ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai commencé à voir la nourriture non seulement comme un carburant, mais comme une forme de connexion avec la terre, avec les personnes qui cultivent et préparent les aliments et avec mon propre corps.
Un aspect intéressant a été la façon dont ma relation avec le temps a changé. Avant mon EMI, je vivais constamment pressé, toujours en train de penser au prochain objectif, à la prochaine réalisation. Maintenant, je m'efforçais de vivre davantage dans le présent. J'ai commencé à apprécier les petits moments, le goût d'une tasse de thé, le son de la pluie sur la fenêtre, le rire d'un enfant dans la rue. Ces moments sont devenus aussi précieux que n'importe quelle grande réalisation. Ma vie sociale s'est également transformée. Alors qu'auparavant je cherchais à être toujours aux événements les plus en vogue, maintenant j'appréciais les rencontres plus intimes et significatives, des dîners à la maison avec des amis proches, des conversations profondes, du bénévolat dans la communauté. Ces activités sont devenues mes préférées. Cependant, intégrer mon expérience dans la vie quotidienne ne signifiait pas vivre dans un état constant d'extase spirituelle. Il y avait des jours difficiles, des moments de doute, des frustras. Parfois, je me surprenais à retomber dans d'anciens schémas de pensée ou de comportement. Dans ces moments-là, j'essayais d'être gentil avec moi-même, me rappelant que la croissance est un processus continu. Une pratique qui m'a beaucoup aidé a été de tenir un journal. Chaque nuit, avant de dormir, j'écrivais sur ma journée, les moments où je sentais que je vivais selon les leçons de ma NDE et les moments où j'avais échoué. Cet exercice m'aidait à maintenir la conscience et la responsabilité. Avec le temps, j'ai réalisé que l'intégration de ma NDE dans ma vie quotidienne ne consistait pas à essayer de recréer constamment cette expérience transcendante, mais plutôt à apporter les idées et les leçons dans le monde réel, avec toutes ses complexités et défis. Il s'agissait de vivre avec plus de conscience, de compassion et de gratitude, même dans les moments les plus banals. En regardant en arrière, je vois que chaque petit changement, chaque choix conscient était une façon d'honorer la seconde chance que j'ai reçue. L'expérience de mort imminente n'a pas été un événement isolé dans ma vie, elle est devenue un guide, une lumière qui continue d'éclairer mon chemin chaque jour. Aujourd'hui, des années après mon expérience de mort imminente, je regarde en arrière et vois un parcours de transformation que je n'aurais jamais pu imaginer. La Sarah qui est entrée dans cette église, vêtue de sa robe de mariée et prête à commencer une vie de glamour et de succès matériel, semble être une personne complètement différente de celle que je suis maintenant. Je me demande souvent, si je pouvais revenir dans le temps et éviter cette crise cardiaque, le ferais-je ? La réponse, étonnamment, est non. Ce moment de crise, aussi effrayant et douloureux qu'il ait été, a été le catalyseur d'un changement profond et nécessaire dans ma vie. L'expérience de mort imminente m'a enseigné des leçons qu'aucun livre, aucune conférence, aucune quantité de succès mondain n'aurait pu m'apprendre. J'ai appris sur la fragilité et la précieuse nature de la vie. J'ai appris que l'amour, pas l'amour romantique ou conditionnel, mais un amour universel et inconditionnel, est la force la plus puissante qui existe. J'ai appris qu'il y a plus dans l'existence que ce que nous pouvons voir ou toucher, plus que notre science actuelle ne peut expliquer. Mais, peut-être, la leçon la plus importante a été celle du but. Avant, je vivais à la recherche de la célébrité, de la richesse, de la beauté ou des choses que je croyais me procurer bonheur et satisfaction. Maintenant, je comprends que le véritable but réside dans la façon dont nous touchons la vie des autres, dans la manière dont nous répandons l'amour et la compassion dans le monde. Bien sûr, tout n'a pas été facile dans ce parcours. Il y a eu des moments de doute, de peur, de solitude. J'ai perdu des amis, fait face au scepticisme et à l'incompréhension. J'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro, redéfinir qui j'étais et qui je voulais être. Mais chaque défi, chaque obstacle a servi à renforcer ma conviction et à approfondir ma compréhension. L'une des plus grandes joies que j'ai trouvées sur ce nouveau chemin a été l'opportunité d'aider les autres. À travers mon travail dans un centre de soins palliatifs, les conférences que je donnais, tout simplement, à travers les connexions que je fais au quotidien, j'ai le privilège de partager un peu de la lumière que j'ai expérimentée. Voir le soulagement dans les yeux de quelqu'un qui fait face à la mort ou l'espoir renaître chez quelqu'un qui a perdu un être cher sont des moments plus gratifiants que n'importe quel applaudissement que j'ai jamais reçu sur les podiums. Beaucoup de gens me demandent si j'ai encore peur de la mort. La vérité est que la mort ne m'effraie plus. Ce n'est pas que je veuille mourir, j'aime la vie et je veux la vivre pleinement. Mais, maintenant, je vois la mort non pas comme une fin, mais comme une transition. Je sais qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose de beau et d'amour qui nous attend. Cela ne signifie pas que j'ai toutes les réponses. Il y a encore beaucoup de mystères, beaucoup de choses que je ne comprends pas sur mon expérience et sur la nature de la réalité. Mais j'ai appris à être à l'aise avec le ne pas savoir, à embrasser le mystère plutôt qu'à le craindre. S'il y a un message que j'aimerais partager basé sur mon expérience, c'est celui-ci, vivez avec amour.
Pas l'amour superficiel que nous voyons dépeint dans les médias, mais un amour profond et inconditionnel pour soi-même, pour les autres et pour la vie sous toutes ses formes. Cultivez la gratitude, même pour les plus petits détails de la vie. Recherchez la connexion avec les personnes autour de vous, avec la nature, avec quelque chose de plus grand que vous. Et souvenez-vous, chacun de nous a un but unique. Cela ne doit pas être grandiose ou spectaculaire aux yeux du monde, mais c'est significatif. Cela peut être aussi simple que d'offrir un sourire à un inconnu, d'écouter un ami ou de prendre soin d'un petit bout de nature. Chaque acte de bonté, chaque moment de compassion crée des vagues de positivité qui se répandent au-delà de ce que nous pouvons voir. Mon expérience de mort imminente m'a montré qu'il y a plus dans la vie et au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, de ce que nos esprits peuvent comprendre. Elle m'a également montré que le véritable miracle est ici et maintenant, dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour, chaque moment. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus le modèle célèbre que j'étais. Je vois une femme qui a traversé un parcours extraordinaire et qui a trouvé un but plus grand. Je vois quelqu'un qui apprend, chaque jour, à apporter un peu de cette lumière et de cet amour qu'elle a expérimenté dans le monde qui l'entoure. Je ne suis pas parfaite, loin s'en faut. Je fais encore des erreurs, j'ai encore des jours difficiles, je lutte encore contre de vieilles habitudes et des insécurités. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je considère chaque défi comme une opportunité de croissance, chaque interaction comme une chance de répandre un peu plus d'amour. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais continué ma vie comme avant, à défiler sur les podiums les plus célèbres du monde, vivant ce que beaucoup considéreraient comme un rêve. Mais maintenant, je sais que cela aurait été une vie vide, une quête constante pour quelque chose qui ne pourrait jamais être comblé par la célébrité ou la richesse. Je suis reconnaissante pour la vie que j'ai maintenant. C'est une vie plus simple, à bien des égards, mais infiniment plus riche en signification et en but. Chaque matin, lorsque je me réveille, je ressens une profonde gratitude pour un jour de plus, une opportunité de faire une différence, si petite soit-elle. Pour ceux qui lisent mon histoire, je veux laisser un message, il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience de mort imminente pour vivre une vie avec un but et un sens. La transformation est à la disposition de nous tous, à tout moment. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'être ouverts, prêts à remettre en question nos croyances limitantes et assez courageux pour suivre le chemin du cœur. Si mon histoire touche, même une seule personne, si elle inspire quelqu'un à vivre avec plus d'amour et de compassion, alors j'aurai accompli mon but en la partageant. Parce qu'au final, c'est de cela que la vie parle, de connexion, d'amour, de faire la différence dans la vie des autres. Je termine ces réflexions avec un sentiment de profonde gratitude, gratitude pour la vie, pour la seconde chance que j'ai reçue, pour chaque personne qui a croisé mon chemin dans ce voyage. Et avec une certitude que je porte dans mon cœur, l'amour que j'ai expérimenté de l'autre côté n'est pas confiné à un plan spirituel lointain. Il est ici, maintenant, disponible pour nous tous. Il suffit d'ouvrir nos cœurs pour le ressentir et nos yeux pour le voir dans chaque aspect de la vie qui nous entoure. Et ainsi, je poursuis mon voyage, un jour à la fois, cherchant à être un canal pour cet amour et cette lumière que j'ai eu le privilège de vivre. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que tant que je garderai vivante la mémoire de cette expérience dans mon cœur, je serai sur la bonne voie. Que nous puissions tous trouver notre but, vivre avec amour et faire de ce monde un endroit un peu meilleur, un acte de bonté à la fois.